Vous avez eu tout ça publié? Bonjour Christophe Gauthier. Bonjour. Dis-moi Christophe, tu animes ces cafés littéraires d'une façon tout à fait remarquable. J'essaye en tout cas, c'est mon métier. J'étais journaliste sur la radio RFM il y a un certain temps déjà maintenant. Et donc c'est quelque chose qui me passionne, la littérature me passionne. Le fait de rencontrer les auteurs, c'est vraiment le petit plus, on va dire. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, ici à Cabourg, de rencontrer ces auteurs, de partager quelques moments avec eux. C'était très critiqué d'ailleurs à cette époque-là. Même Zola disait de Caillebotte que c'était une peinture trop photographique. Voilà, Zola, lui, Zola est quelqu'un à la fois d'extrêmement moderniste et d'extrêmement prudent. Il va changer d'avis. Il change d'avis, hein, très vite. Il commence à se dire que, au départ, il est choqué. Et d'ailleurs, il va très très bien l'exprimer dans un de ses livres qui s'appelle L'œuvre, où il reprend l'histoire de Claude Lantier. Et très vite, il comprend que la peinture, comme la littérature, comme lui-même l'a fait en littérature, la peinture va devoir s'abstraire du classicisme ambiant pour découvrir quelque chose, pour donner lieu à quelque chose de différent. Et donc, oui, Zola va se faire l'accompagnateur de ce modernisme. Et puis, il y a quand même des peintres comme Auguste Renoir ou Claude Monet ou Caillebotte qui vont donner une véritable identité à cette nouvelle peinture. C'est Madame Rocher, c'est ça? Et je vous demande d'accueillir Michel de Decker. Un morceau tout pour un, vous allez nous expliquer d'ailleurs pourquoi ce titre. Les aventures d'Alexandre Dumas père, et je ne parle pas d'aventure de cap épais comme je dirais, mais c'est des aventures des fois parfois très osées, parce que décidément après avoir narré la vie de Napoléon III, voici un autre charlatan, on va dire. Oui, vous savez, bon, c'est vrai que j'ai un certain nombre de biographies à mon actif, mais je ne vais pas m'amuser à réécrire les personnages comme tous mes prédécesseurs. Je songe à mon ami avec qui j'ai travaillé pendant plus de 30 ans, André Castelot, à Alain Decaux. Ces gens-là ont déjà écrit tout ça de façon, je ne vais pas dire sérieuse, mais officielle, politique. Quand Castelot écrit un Napoléon III, c'est l'homme, l'empereur Napoléon III, c'est l'homme de pouvoir. Moi, quand j'écris un Napoléon III, c'est l'homme, tout simplement. C'est celui qui vit comme vous et moi, du matin au soir, qui mange comme vous et moi, qui a des histoires d'amour comme moi. Mais voilà, c'est donc la vie intime de mes personnages, la vie quotidienne, tout en sachant qu'il est empereur. J'ai écrit une biographie de Claude Monet, ça n'est pas... je ne suis pas critique d'art, c'est sa vie au jour le jour, mais on sait, Monet est peintre, en toile de fond, simplement, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le personnage, ce qu'il a dans les entrailles. Pour Dumas, c'est pareil. Notre homme du jour, c'est Alexandre Dumas, dont les parents étaient d'origine antillaise et qui a souffert quand même pas mal de racisme. Alors, à chaque fois que j'attaque une biographie, je veux le dire ici à Cabourg, c'est parce qu'il y a une petite attache normande qui me ramène toujours à mon bouquin. La Normandie, vous le savez, c'est ma danseuse, c'est même devenu un corps de ballet, je veux dire. Et en l'occurrence, les ancêtres de Dumas étaient cauchois. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, fin du XVIIe, début du XVIIIe, il y a un monsieur Dumas de la pailletterie, David de la pailletterie Dumas, qui est parti à Saint-Domingue, Haïti, parce que le pays de Caux, du côté de Renneville, de Yébleron, de Fauville-en-Caux, c'est là qu'ils avaient leur terre. Ça ne m'intéressait plus, ce qu'il voulait, c'était gagner sa vie beaucoup plus richement que chichement. Ils ont fait des affaires, il a fait des affaires, et il a surtout fait des affaires sentimentales, puisqu'il a épousé une jolie petite esclave noire, Césette, la petite Césette, à laquelle il a fait une tripotée de gamins, dont un solide garçon qui va devenir le général de l'Empire, le général Dumas. Le général de l'Empire qui, lui, va avoir un fils qui sera notre écrivain, notre inventeur du roman feuilleton, Alexandre Dumas. Donc Alexandre Dumas était carteron, c'est-à-dire un petit peu basané. Son père était café au lait, son grand-père était encore plus coloré. D'ailleurs, Dumas le disait quand on lui disait « Mais donc vous êtes un peu nègre ». Il disait « Oui, vous savez, puis même mon arrière-grand-père était singe », disait Dumas. Et il ajoutait « Voyez-vous, ma famille commence, se termine là où finit la vôtre ».
lorsque j'ai demandé j'ai envoyé mon manuscrit à l'éditeur. Vous savez, les éditeurs font toujours reprendre un petit peu leurs auteurs. Un éditeur qui ne fait pas travailler son auteur n'est pas un éditeur correct. Il faut faire travailler les auteurs parce qu'on a déjà la plume, mais aussi le plume. Et puis l'éditeur me dit il faudrait que tu travailles un petit peu plus sur l'aspect médical de Marat, son dossier médical. Je me suis dit, mais où je vais trouver ça, le dossier médical de Marat? Alors évidemment, j'ai travaillé sur les archives de Marat, sur sa vie, alors sur sa maladie, pas vraiment. Et j'ai finalement retrouvé le dossier, parce qu'il en restait, un médecin légiste qui a travaillé dessus assez longtemps. On s'est vu et il a donné son avis par rapport à la maladie de Marat. Donc, il a très certainement trouvé cette maladie dans les égouts de Paris. Elle réussit à pénétrer une deuxième fois en criant bien dans la salle, dans le vestibule, il faut que je voie Marat, j'ai des complices qui se trouvent à Caen, j'ai des noms de personnes qui cherchent depuis longtemps, je vais dénoncer ces personnes. Évidemment, Charlotte Corday a des amis à Caen, effectivement, des Girondins, des hommes qu'elle aime beaucoup, ces hommes politiques qui ont décidé, pour elle en tout cas, d'aller, de tenir un discours à l'Assemblée, mais un discours républicain et démocrate, mais un discours soft, si je puis me permettre. Anna Rachel répond aux questions du tac au tac, et elle se moque même de ses juges. Et il y a derrière ce geste que les Français aiment expliquer dans la mémoire collective depuis des dizaines d'années, cette grandeur d'âme qui séduit toujours. Aujourd'hui, on est séduit par Marie-Antoinette, son procès, tout ce qui s'est passé après la Révolution française. On est séduit de la même façon par Charlotte Corday parce que cette femme a une grandeur. Ça, c'est Florence et François. On aime l'histoire, vous savez. On aime l'histoire. Ah oui. Mais on va pas arriver à vous lire, c'est pire qu'un médecin. Qu'on revienne un petit peu sur ces rapports, pas difficiles, mais ces rapports des fois un petit peu, des fois difficiles avec vos supérieurs, hommes. Oui. Il y en a un, une fois qui avait voulu vous appeler Chantal, vous avez dit non. Oui. Non, vous avez refusé, pourquoi? Voilà, alors c'était le directeur du personnel dont j'étais le chef de cabinet, c'était la première fois qu'une femme occupait cette fonction. Et comme il appelait sa secrétaire particulière par son prénom, il m'a dit je vais vous poser une question, vous me répondez franchement, bien, voilà, est-ce que je peux vous appeler Chantal? Et je lui dis non. Et il a été absolument médusé, parce qu'il s'attendait à ce que je lui dise mais bien sûr, amiral, mais comment vous faites? Et il a fallu que je m'explique, que j'explique ce refus. Et je lui ai dit que ça n'est pas parce que les amiraux avaient pour habitude, à Paris où je travaillais, d'appeler leurs secrétaires, leurs assistantes par leur prénom avec un certain paternalisme, qu'il fallait qu'ils prennent leurs aises avec tout le monde, que j'étais chef de cabinet, que c'était la première fois qu'une femme avait cette fonction, qu'elle méritait le respect et que je souhaitais qu'il en soit ainsi. Et pour vous dire que, et ça répond à la première question que vous me posiez, il a fallu sans arrêt ajuster son comportement à celui de l'environnement masculin dans lequel j'évoluais pour essayer de trouver le meilleur équilibre entre le respect qu'on vous doit, donc se mettre un peu à distance des autres, et en même temps ne pas s'exclure du groupe. Moi, je tenais beaucoup à ce qu'on me considère comme un marin à part entière, même si j'étais un peu singulière. Donc, il fallait en permanence rectifier un peu comme ça son positionnement. Il y a un homme que vous avez beaucoup apprécié, c'est un ministre, c'est Charles. Oui. Vous l'avez beaucoup aimé cet homme-là, pourquoi? Parce que c'était un ministre féministe. Je ne suis pas féministe moi-même, du moins je ne me revendique pas comme telle par rapport aux grandes heures du féminisme. Le féminisme a été une étape absolument indispensable dans l'histoire de notre société.